Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022. Il est 8 heures du matin. Nous serons ensemble pour ces 2 heures jusqu'à 10 heures. Comme à l'accoutumée, Mina Abed est parmi nous ce matin. Bonjour Mina. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Ça va. Alors, je te vois avec un joli blazer manche longue. Ça annonce peut-être bien. Ça peut peut-être bien. éventuellement annoncer quelque chose de positif. De positif. C'est quand même un peu bizarre pour quelqu'un qui adore la chaleur comme moi. Hein. Oui, bah, contrairement Oui, bon. à moi. Contrairement moi à aussi toi, j'aime bien oui, la bon. chaleur, mais j'aime bien Mais quand c'est vrai qu'on aime bien vivre les saisons en leur temps. Ça nous manque aussi. Ça nous manque. Ça nous manque. L'hiver nous manque, le froid nous manque, la pluie nous manque. Bah, j'étais déjà toute contente de sortir ce matin avec une petite veste. Une petite veste, oui. Voilà, on a bien senti la brise. Exactement. Ah, bah, voilà. Sinon, ça se passe bien, Mina? Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, Mina, nous allons nous intéresser à un sujet santé. Nous allons ouvrir dossier santé comme à l'accoutumée en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux enfants, donc de moins de 3 ans, puisqu'il y a une infection virale très contagieuse, donc de laquelle ils peuvent être atteints. Il s'agit de la bronchiolite. Alors justement, c'est la période, donc avec les changements de temps, le changement de climat. Alors la bronchiolite déjà, c'est quoi? Quels sont ses symptômes? Les complications aussi, beaucoup d'enfants risquent des complications. Il y a même des cas où ça se transforme en asthme, malheureusement, pour certains enfants. Et justement, comment la prendre en charge. Excellent. Surtout. Voilà, donc le sujet est retenu cette matinée en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Nous allons beaucoup parler d'art ce matin. Ah, ça Mina. c'est parfait ça. Beaucoup d'art, on va s'intéresser à la peinture parce que nous aurons une artiste peintre. Tu sais à quel âge elle a commencé à faire de véritables expositions? Ne me dis pas 5 ans. À 15 ans. 15 ans, 10 ans de... Oui, bon, à 15 ans, mais 15 ans, une 15 ans, exposition. c'est très jeune. 15 n'est-ce pas? ans. Exposition de peinture, ouais, c'est quand même c'est- très... C'est vrai c'est qu'il y a, exceptionnel. ceux qui commencent à peut-être un peu avant, mais ça reste quand Elle a dû même commencer très avant, oui. encourageant. Et voilà, c'est une femme donc, qui a consacré sa passion ou son temps donc libre à la peinture et elle expose en ce moment jusqu'à la fin de l'année. Donc on aura à contempler ces beaux tableaux jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même une aubaine, hein, Franchement, oui. n'est-ce pas? Non, surtout pour quelqu'un qui a commencé à exposer à 15 ans. Franchement, j'imagine maintenant ce que ça donne. Ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique, c'est magnifique. D'ailleurs, nous allons découvrir quelques de ces tableaux ensemble. Elle va nous les commenter, surtout parce qu'elle est beaucoup plus dans l'abstrait. Alors, l'abstrait, c'est très subjectif, hein, n'est-ce pas, Mina? Donc, chacun va donner des lectures selon Exactement. donc, sa position. Puis, elle va nous orienter un petit peu à travers ses peintures. Nous parlerons également de livres, nous parlerons également de culture, de cinéma, puisque la wilaya de Chlef, entre le 5 novembre et le 10 novembre, elle va abriter le premier festival du livre et du cinéma et de la culture. Ça, c'est parfait. Ça. Voilà, c'est parfait. Effectivement, ça va être le festival algérien. Donc, plusieurs wilayas vont prendre part à ce festival. Donc, il y aura une exposition de livres. Il y aura aussi des projections cinéma, critiques cinéma, débats culturels et aussi des soirées musicales. C'est excellent. Voilà, ça Franchement, va c'est se passer excellent. dans la wilaya de Chlef, comme je vous le disais, entre le 5 et le 10 novembre, donc à partir de demain, Inch'Allah. Alors notre invité va venir ce matin de Chlef, il est en plein préparatif, Oui. mais comme il l'a dit si bien, il va démarrer à 4 heures du matin pour être à l'heure. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est... Faut lui offrir du café, alors. Ouais, il faut lui offrir du Faut lui café, offrir n'est-ce du pas? Celui de café. 10 heures probablement? Celui de 10 heures, oui. Celui de 10 heures, voilà. Et nous parlerons donc en fin d'émission de musique, puisque nous allons nous intéresser à la musique d'Iwen. Superbe musique, Très belle n'est-ce pas? Qui tiré donc du patrimoine musical algérien. Farhat Mouzaoui aussi sera parmi nous ce matin à partir de Ouakla. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Mais avant de commencer, quelques nouvelles du ciel, Mina? Oui, qu'est-ce que un t'allais peu plus dire? de détails. T'allais annoncer quoi, déjà? J'allais annoncer la pluie. Oui, bah voilà, C'est j'ai vrai plus rien à faire, au revoir. C'est vrai? C'était la météo, merci, au revoir. Je le fais bien. Tu fais Au bien. moins, je le fais bien. Mais Une note Chiblani, pour la mais météo tu de le ce fais matin. bien. Voilà, Chiblani, exactement. Tu fais Vraiment bien. ma Chiblani. Allez, ce sera la météo, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, nous aurons quand même quelques détails, hein. Moi, je reste sur les généralités, n'est-ce pas? Bah, j'espère bien, sinon, je n'aurais qu'à partir. Non, si.
Mais tu sais très bien que je ne pourrais pas faire le bonjour d'Algérie sans ta présence. J'espère bien. Parce que sinon, à 10h, pas de café. Non, tu peux être certaine. Hein. Ouais, Espérer non, mais tu peux en être plus que certaine. Tant mieux. Voilà, surtout lorsque tu viens nous annoncer de la pluie. Surtout quand j'annonce la pluie, exactement. Voilà. C'est vrai que tu vas nous annoncer de la pluie? Oui, je vais annoncer de la pluie. Mais moi, je suis contente. Quelle belle nouvelle. Ça explique le sourire, l'engouement, la bonne humeur. La pluie. La pluie, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure et pourvu que ça dure, surtout. Exactement. Allez, tu nous donnes quelques plus de détails? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on notera le retour des pluies pour aujourd'hui. Quelques pluies sur le centre, un peu plus importantes, vers la partie est, et ça va durer tout au long de la journée. Vers l'ouest du pays, on notera des passages nuageux, un ciel voilé sur la Saoura, le sud-ouest, le nord Sahara et les oasis, et puis bien sûr dégagé sur le reste des régions sahariennes. Et on notera des vents assez forts vers les côtes est, des vents jusqu'à 50, même parfois 60 km/h. Les températures de cet après-midi, eh bien, on relèvera une baisse du mercure avec un minimum de 19 degrés. À El Bayad et N'Ama, 26 à Annaba, 23 degrés. À Tizi Ouzou, on notera 24 à Alger, 25 à Constantine, 29 degrés à Ardaya, 27 à Hassim Saoud, 26 à Ilizi. On notera 30 degrés à Drar et Insalah et enfin 33 degrés. Ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée vers les côtes est, agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 30 et 50 km/h à l'ouest et au centre, et entre 30 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Eh bien, on notera un petit peu de tout. Un ciel dégagé un peu nuageux à Addis Abeba, carrément couvert avec des pluies à Kinshasa, des pluies également à Nairobi. Et puis côté température, on notera 31 degrés à Abidjan ainsi qu'à Kinshasa, 24 à Nairobi et enfin 24 degrés également à Addis Abeba. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et c'était donc les températures, plutôt les nouvelles du ciel. Oui, parce que j'étais en train, voilà, entre autres, les températures, je me concentrais un petit peu sur les températures pour dire que ça reste quand même des températures agréables pour la saison. Ça va, n'est-ce pas? C'est agréable. Voilà, ça reste des températures agréables, donc les doudounes, c'est pas pour cette semaine. Oh non, 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 pas du tout. Un doudoune maintenant, non. Non, 24 degrés sur Alger. Un 24 degrés sur Alger, bien sûr que non. 24 degrés sur Alger, une petite veste, peut-être une petite écharpe si vous sortez le matin. Mais voilà, c'est surtout le matin, mais la journée, il risquerait aussi de faire chaud quand même. Oui, 24 degrés quand même. L'automne se fait quand même timide, hein. Très timide, mais c'est ça, quand on passe d'une saison à une autre, de l'été à l'hiver, il y a toujours, c'est assez compliqué en fait. Surtout qu'on se trouve en Méditerranée, donc c'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué, mais reste quand même que cette année, l'automne a été bien repoussé. Hein. Exactement. C'est quand même la première fois, j'imagine, enfin du moins. Mais il a fait très très chaud cette année, surtout le mois d'octobre. Oui. Il a fait très très chaud, mais pas que qu'en Algérie. Pas qu'en Algérie, effectivement. C'est vraiment un constat plutôt mondial. Exactement. Un constat mondial. On revient encore une fois au changement climatique, au réchauffement climatique. Exactement. Eh ben, en tout cas, on espère qu'il y aura un peu plus de pluie, surtout que l'automne s'installe définitivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nina, on se retrouve tout à l'heure après journal télévisé du midi, après celui de 19h pour plus de détails. À 10h, comme à l'accoutumée, pour un bon café. Exactement. En attendant de finir le premier. En attendant de finir le premier. Moi aussi, j'ai pas fini de terminer le premier. Tiens, pendant que nous y sommes. J'ai à peine commencé. Allez, à tout à l'heure, Mina. Pause musicale, comme à l'accoutumée. On se retrouve juste après en compagnie du docteur Fethi Benachnou. شقلبني والله
كان عندي موس نذبح روحي شوف المحاين شوف والله نذبح روحي شقوا على صدري وشوفوا جروحي شوف المحاين شوف جيت نوم الموج قلبني عالرملة والله شقلبني جيت نوم الموج قلبني عالرملة والله شقلبني l'islam. Voilà, alors de retour sur le plateau, et ben oui, ça papote en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Là, on parlait du rail, finalement. Le vrai rail, attention. Le vrai rail. Le vrai rail, celui de ma région, Relizane et je le dis. Voilà, alors ce matin, on a évoqué Houari Ben Chennet, nous avons évoqué Abdelkader Khaldi, n'est-ce pas? Qui est ignoré, Abdelkader Khaldi. Et justement, avant de prendre, je sais pas, Oui. on parle de slam. Mais dans notre culture, dans notre chanson, surtout à l'ouest, c'est du slam, c'est du parler. C'est du parler. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi là on fait tout un tintamarre pour le slam, qui sont de très beaux textes. Mais nous aussi, écoutez Abdelkader Khaldi, ou bien Houari Ben Chennet, les paroles, et une musique qui est là, qui accompagne le chanteur, mais qui ne couvre pas la voix du chanteur. Et justement, vous étiez en train de me dire que Houari Ben Chennet a du nouveau. Oui, il y a une nouvelle chanson que j'ai écoutée à la radio. Oui. Les embouteillages ont du bon. Ah, parfois, oui. Parce que là, ça nous permet d'être en pleine actualité, finalement. En pleine actualité, on écoute l'animateur ou l'animatrice, une nouvelle chanson, et on se dit, tiens, c'est une nouvelle, et tout ça. Mais Abdelkader Khaldi, c'est quelqu'un qui est, hélas, marginalisé, et c'est des textes très, très beaux. Très beau, effectivement. Mais à la télévision algérienne, effectivement, Abdelkader Khaldi, et on le fait passer. Ah bon? Oui. Bah oui. Alors je loupe. Bah oui. C'est pas la radio, hein. Il faut être en face de la télé, hein. Oui, la radio, il ne faut pas avoir de télé. Mais on verra avec l'équipe Bonjour d'Algérie, on va programmer le week-end prochain Abdelkader Khaldi, n'est-ce pas? Mais docteur, j'étais en train de me dire, vos patients ont de la chance, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça fait quand même plaisir d'aller voir un médecin et on peut discuter avec lui de tout. Parce qu'un médecin, c'est toujours synonyme de maladie, synonyme de doigt. Et pourtant, lorsqu'on y va, on peut vraiment toucher à tout. Hein. Alors, maintenant, on dit qu'on doit s'occuper du malade, mais pas uniquement de la maladie. De la maladie, effectivement. L'important, c'est il faut comprendre ça, il faut passer à ce stade. Et moi, je remercie ceux qui m'ont formé théoriquement et sur le terrain, ma génération de médecins, de ma génération, ma promotion, les promotions, qui ont une excellente formation parce qu'on mettait le paquet d'abord sur le malade. Sur le malade, surtout quand il s'agit d'enfants. Docteur, n'est-ce pas? Quand on est enfant aussi, on a très peur, on a besoin d'être rassuré, notamment lorsqu'on a des infections virales telles que la bronchiolite. Très très bonne liaison. Et surtout, l'enfant, il y a des états d'enfance, moi je trouve. Le pire, pas le pire, c'est-à-dire ce qui nous demande en tant que médecin d'être plus... C'est le bébé, les bébés, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Je vois où vous voulez aller, je vous suis. Les moins de 2 ans, ils ne s'expriment pas, ils pleurent, il faut interpréter ce que l'on voit, la température, la couleur des lèvres, la façon, l'état général du bébé, c'est essentiel. Un bébé qui gigote comme ça, c'est très beau. Mais quand vous avez un bébé qui est là, amorphe, tout ça, qui refuse le sein, qui refuse de C'est manger. alarmant pour les parents, effectivement. Très alarmant. C'est des signes parce que le bébé ne va pas vous dire j'ai mal ici ou pas. Là, on va y aller au niveau de notre chronique, la bronchiolite. Et on est en plein dedans. Moi, j'avais proposé d'associer grippe et bronchiolite. Qu'est-ce qui unit les deux? C'est
les virus, le fameux virus. On n'a pas encore fini d'entendre parler des virus. Et quand vous le dites si bien, on n'en finira pas. On n'en finira pas parce que ça promet, entre guillemets, mais il faut pas avoir peur ou bien se prendre la tête avec ça. Ce qui est important, la nature fonctionne. Mais de toute façon, les virus, docteur, font partie de l'équilibre écologique aussi, n'est-ce pas? C'est comme les moustiques, les hasharat, comme on dit, tout ça. Il suffit juste de savoir gérer la situation sur le plan santé. Très très bien, vous avez compris le problème, c'est que il ne faut pas s'occuper des virus, ils vont continuer, les bactéries, tout ça. Comment moi, être humain, je peux me préserver? The struggle of life, la bataille de la vie. Chacun doit vivre, mais moi je dois me préparer pour ne pas être détruit. Regardez le VIH-Sida, moi le virus du sida, on ne le voit pas, c'est un virus, mais il détruit des millions d'êtres humains. Regardez cette possibilité parce que ces êtres humains victimes des virus, ils ne se sont pas préparés, n'ont pas étudié, alors que on peut se défendre contre les virus. Alors justement, pour se défendre contre les virus, docteur, il faut les connaître, les comprendre aussi leur comportement. Alors vous avez choisi d'associer la grippe et la bronchiolite, et justement, quelle est la différence entre les deux? Voilà. Et qu'est-ce qu'une bronchiolite aussi par la même occasion? Très très bon. Ça c'est Moi je poserai cette question à l'oral pour des étudiants en médecine. C'est des choses basiques mais fondamentales. Fondamentales, voilà. Les virus c'est important. Les virus, il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Le créateur, là, quand il a créé la nature, le monde. Il a créé les virus. C'est des familles comme nous, avec des noms, avec des moyens de transmission, comment ils se déplacent, des moyens de comment qu'ils vivent. Un virus n'est pas vivant. Un virus, c'est comme un flash disk. Il se branche sur nous et il prend toute notre énergie, tous nos programmes, il les transmet à lui-même. Il s'en accapare. Oui. C'est ça. Un virus n'est pas vivant. Un virus a besoin du vivant pour vivre. Voilà. Il se replique et toutes ces choses-là. Et ensuite, le virus... C'est un peu comme les mauvaises herbes, docteur. Voilà, les mauvaises herbes. Mais virus, pardon, c'est elle qui a dit mauvaise. Il risque de s'énerver. En tout cas, c'est ce qu'on a appris à l'école. Oui, non, c'est vrai, les mauvaises herbes. Et ce qui est important, c'est cette faculté, quand un virus pénètre dans le corps, et c'est le silence total. Qu'est-ce qu'il fait ce virus? Il se réplique, il se multiplie. Quand il se sent à l'aise, à ce moment-là, il envahit tout le corps. Et c'est une colonisation au sens strict du terme. Il fait fonctionner ce corps à son service. Ensuite, ce qui caractérise les virus, c'est leur mode de transport. Comment parce qu'un virus en dehors de l'être humain, il ne vit pas. En dehors de l'être humain, il ne vit pas. Et il faut qu'il pénètre dans un corps. Alors le virus ado, surtout en ce moment, la période, c'est ce qu'on appelle les virus aériens. Et qui prennent le circuit respiratoire. Je reviens à votre question qui est très pertinente dans le sens, qu'est-ce qui unit les deux? C'est le virus, la bronchiolite et la grippe, c'est les virus. La bronchiolite, c'est quoi? La bronchiolite, d'abord, c'est un tableau alarmant. Vous avez un gosse qui est complètement relax là, complètement affalé, qui refuse, comme j'ai dit, de téter, qui n'est pas bon. Et la crise de bronchiolite, moi ce que j'appelle, c'est une crise d'âme. C'est carrément, ça fait peur. Mais les parents sont affolés, surtout les mamans. Et même quand vous la voyez, il y a de quoi s'alarmer. Elle est bruyante. Elle est bruyante et elle fait peur. Elle panique. Hein, ça, surtout, vous avez un gosse complètement... Ça, c'est un virus. Ce qui est important, d'accord, c'est un virus. Il ne faut pas s'alarmer. Deuxièmement, j'allais dire, il faut le prendre, votre bébé, moins de 2 ans, à l'hôpital ou bien au centre du quartier, polyclinique ou autre. Mais ce qui est important aussi, c'est le fait que maintenant, il y a une nouvelle méthode de prise en charge des bronchiolites. Il ne faut pas les emmener à l'hôpital ou bien dans un centre de santé. Pourquoi? Parce que
il y a plein de microbes dans un centre de santé. Je dis microbes au sens courant du terme, populaire du terme, et il risque d'y avoir ce qu'on appelle une surinfection. En plus de cette attaque virale, pour éviter l'infection à bronchiolite virus chez le bébé, une chose revient, c'est l'hygiène. L'hygiène de celui ou de celle qui s'occupe de ce. En général, c'est la maman. Il faut qu'elle porte un masque. Il faut que ses mains soient propres. Une chose qui est importante, Wallah al-Adim, pas plus tard qu'hier, une patiente m'appelle et elle me dit, voilà, elle m'annonce qu'elle a accouché, tout ça. Alors moi, je pense à la bronchiolite. J'ai dit, alors le gosse, il est bien, tout ça. Vous l'embrassez, moi je disais, vous l'embrassez pas. Non, tout le monde l'embrasse parce que dans nos traditions, Zaydet, elle a un gosse, ça, le beau bébé, on l'a, si on peut, on passe les trucs. Et c'est comme ça qu'on transmet le virus, qu'on ne protège pas l'enfant. Même les parents, la maman qui, elle, est là. Souvenez-vous que dans notre tradition, dans notre société, quand une femme accouche, pendant 45 jours, elle ne sort pas de la chambre. Alors à l'époque, on disait, c'est pour le protéger du mauvais œil des djinouns. Non, en fin de compte, c'est ce qu'il faut faire. Un enfant, un bébé, pendant la maman et le bébé, surtout le bébé, ne doivent pas être exposés au monde extérieur. Ils sont très fragiles, effectivement, à cette période-là. Voilà. Ils sont très fragiles. Vous étiez en train de voir quelques images. Je ne sais pas si on peut revenir au niveau de la régie pour la prise en charge justement de la bronchiolite. Généralement, on y va chez un kiné, docteur. Ça se passe comment? Oui, là, c'est la prise en charge de la crise et tout ça. Il y a une chose qui est importante. Moi, j'insiste sur la prévention. Comment éviter? C'est ça la médecine moderne. Comment éviter? La science a fait des progrès. D'abord, il faut savoir que si un enfant fait 3 ou 4 bronchiolites, il va être sujet à un asthme. À un asthme, c'est ça. Les complications. Donc, vous voyez pourquoi j'insiste sur la prévention. Voilà. C'était la photo de laquelle je vous parlais. Elle est juste en face de vous, docteur. Oui, elle est juste en face de vous. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je suis curieux, je suis comme elle. C'est ça il faut avoir ça en tête. Donc, Réhan, l'enjeu, c'est que mon enfant ne doit pas avoir de bronchiolite. Ou du moins, le maximum doit faire le maximum. Je reviens. Propreté des mains, ça revient. Mais docteur, on insiste sur un point aussi, c'est que ce n'est pas automatique que tous les enfants de moins de 2 ans font de la bronchiolite. C'est comme automatique que c'est pas n'importe qui va faire une grippe. Il y a des variétés de grippe. Voilà. Il y a une légère, il y a un truc. Mais là, c'est fonction du sujet. Ça, c'est important. Par exemple, un prématuré, vous n'allez pas le trimballer partout, l'embrasser partout. C'est ces éléments-là qu'il faut communiquer à la population pour éviter la bronchiolite. Bon, je vous ai dit, c'est ça le danger, c'est qu'un gosse peut devenir asthmatique en fonction du nombre de bronchiolites qu'il fait. Alors, le tableau est alarmant, si vous voyez pratiquement comment le gosse est en souffrance, tout ça, ça fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est rapidement jugulé. Ce qui est important, je reviens, c'est de ne pas affoler les parents et faire souffrir l'enfant. Par exemple, ça c'est important aussi, connaître votre bébé. Lorsque il est comme ça complètement abattu, il refuse de téter, il y a tous ces éléments, ça doit vous alerter. Donc il faut être, mais pas attendre le tableau d'un gosse qui est là en train de... Ça, c'est... Deuxièmement, avoir en tête que mon fils doit être bien pris en charge, mon fils ou ma fille doit être bien pris en charge pour éviter qu'il ne devienne un asthmatique, mais hélas, par manque d'information, par manque d'éducation sanitaire, et je suis fier et très content de pouvoir avoir expliqué ça au niveau de Canal Algérie, au moins fournir des informations. Alors là, il y a ce qu'on appelle
après la kiné respiratoire, la kinésithérapie respiratoire. Dans le sens où on va, et pourquoi? Parce qu'il y a parfois des glaires, ce qu'on appelle des glaires, c'est les crachats qui sont concentrés. Alors elles accrochent et c'est ça qui est... c'est comme un tuyau. Et ça bouche un petit peu les bronches. Et ça bouche et ça s'accroche. La kiné respiratoire, c'est de pratiquer certains mouvements. Attention, parce que le thorax, c'est-à-dire les côtes du bébé sont souples, là, c'est pas l'os, elles sont souples. Alors le kiné pratique des... Mais il semblerait, et de plus en plus, que cette technique n'est pas du tout recommandée. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors à la place? Alors là, il y a des médicaments, il y a des thérapies qui font diluer le... on utilise par exemple là, on utilise les gouttes d'eau de mer fait le nez pour déboucher, tout ça. Il y a une prise en charge et chez nous, ça c'est très important. On connaît cet épisode, je ne dis pas cette maladie, cet épisode de bronchiolite, on l'apprend très très vite dans notre formation et c'est important de faire attention là. Deuxièmement, que la maman se vaccine, que la tante, que l'oncle, tout ça se vaccine contre la grippe, que le papa, quand il rentre du boulot, il faut, attention, il faut aller se laver les mains, il faut aller se peigner les cheveux, se brosser du moins les cheveux, changer de vêtements et ensuite aller témoigner de son amour pour son bébé. Et ça, c'est important. Et surtout maintenant, je m'adresse aux mamans qui viennent d'accoucher, 9-7. C'est comme ça qu'on dit chez nous. 9-7. Arrêtez de faire embrasser votre nourrisson, il est beau, il a le temps, par la voisine, par la tante, par la sœur, c'est ça la cause d'une bronchiolite. Et parce qu'elle transmet, on revient au début de notre chronique, parce que c'est de cette façon-là que les virus se transmettent. Effectivement. Alors encore une fois, docteur, donc pour ce qui est de prise en charge, encore une fois, de la bronchiolite, voilà. Et justement, docteur, par rapport encore une fois à la prise en charge, vous avez dit que parmi les complications, c'est que l'enfant peut devenir asthmatique. Au bout d'un certain épisode de la hormone, il devient asthmatique. Et là, mais après, est-ce qu'à ce moment-là, on peut le prendre en charge? Est-ce qu'on peut guérir finalement cette situation? Une bronchiolite, c'est une grippe. Pourquoi moi je compare? Une grippe, vous faites votre grippe, vous faites face, après la grippe s'en va et on est... Mais si ça persiste, vous allez fragiliser le système respiratoire. D'autant plus qu'un bébé, il a un système immunitaire en formation. Il n'est pas complet, donc il est à la merci du virus, il est à la merci, et c'est mon comportement, pas moi. Mon comportement, moi en tant que maman, je dois... figurez-vous qu'une maman doit mettre son masque, doit avoir les mains propres lorsqu'elle s'approche de son bébé. Oui, la voisine ou la tante qui rentre de la mort, vous savez, nous on est expansifs. Oh le bébé, alhamdoulilah, il est super. Allah yibarak berra. Allah yibarak berra, des trucs comme ça. Effectivement. Et surtout, avoir son carnet de vaccination, le bleu. Moi, ce carnet, j'aimerais le placarder partout, et surtout veiller à ce qui fait la fierté du système national de santé, c'est le programme de vaccination. On est les champions dans ce domaine-là. Alors veillons. Vous voyez que on connaît. Je ne dis pas la maladie, la bronchiolite n'est pas une maladie. Elle risque de transformer en maladie si, vous voyez la succession, si on ne prend pas garde, si on ne vaccine pas l'enfant, si on ne respecte pas l'hygiène, si on arrête le bous-bous, et voilà. Voilà, donc ce qu'on retient encore une fois, docteur, c'est encore une fois la prévention. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet qui est très répandu, et c'est la période. C'est la période. C'est la période, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, pour une autre chronique. Abdelkader El Khaldi. Voilà. Alors là, la régie, il faut noter, Abdelkader El Khaldi pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Je salue la régie qui est extrêmement...
réactive, attentionnée et réactive. Je les salue officiellement. Merci beaucoup, docteur. Allez, on se retrouve vendredi prochain et on continue cette fois-ci. On va s'intéresser à l'art, à une exposition d'un autodidacte, Mohamed Hassani, dans ce portrait. On se retrouve juste après. D'Algérie. Tel est le thème de cette première exposition du jeune peintre autodidacte Mohamed Hassani. Une exposition qui comprend 35 œuvres qui aborde différents thèmes dans le patrimoine artistique algérien. Cette exposition, je l'ai composée en 3 parties essentielles. J'ai consacré une partie pour le patrimoine algérien. Ça, c'est un message pour la préservation de cette architecture et cette culture algérienne en matière d'art. Nous avons des monuments qui représentent la ville d'Alger et qui sont des symboles de la révolution algérienne. Donc vous avez aussi tel que la place de l'émir Abdelkader, vous avez la Grande Poste, vous avez la mosquée de Ktchawa, la mosquée Jamal el-Kbir, Sidi Fraj. Tous ces monuments-là représentent une partie de l'histoire algérienne. C'est à travers la nature morte que Hassani a voulu aborder le thème de la biodiversité. Faire ressurgir l'éclat des produits peints, tel est le message que le peintre a voulu apporter, celui de la sauvegarde de la nature dans toute sa splendeur. La nature morte aussi, je l'ai fait avec des couleurs vives et avec des tons et des valeurs qui ne sont plus d'actualité d'aujourd'hui. Donc mon message, c'est comment peut-on préserver ces fruits et ces légumes avec leurs couleurs naturelles et avec la limitation et la limitation des pesticides. Et comme ça, on aura vraiment les couleurs, les anciennes couleurs. Le calme avant la tempête. Tel est l'intitulé de cette dernière œuvre réalisée par l'artiste. Une œuvre représentative qui reflète son état d'âme. Le dernier tableau, je m'exprime d'une façon très sincère par rapport à un état émotionnel. Donc le dernier tableau, c'était la prise de décision pour me rendre au public. Le chevalier qui est derrière, donc ce chevalier-là, il est aussi réticent pour rentrer et joindre ses camarades de guerre par rapport à l'état émotionnel qu'il a. Donc vous voyez un vent de sable, une tempête de sable énorme, et là le cheval il prend un petit peu de recul pour rentrer. Donc c'était moi-même, avant d'exposer ces tableaux-là, j'étais un petit peu réticent et je me posais la question, est-ce que un jour mes œuvres vont plaire au grand public, ou est-ce que j'aurai une place parmi nos excellents peintres algériens? Après 25 ans de discrétion, Hassani sort aujourd'hui de l'ombre et dévoile son talent au grand public. Voilà, de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons rester encore dans l'art. C'était un portrait de Mohamed Hassani, un autodidacte qui expose en ce moment. Cette fois-ci, une artiste parmi nous, une artiste donc, qui a commencé très jeune, sa première exposition, comme je vous le disais ce matin, déjà à l'âge de 15 ans. Et bien entendu, le cursus, le processus se continue. Oui, exactement. N'est-ce pas? Continue. Alors justement, parmi nous ce matin, Maryam Mouhli, pardon, bonjour, oui, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors en ce moment, justement, Maryam, vous êtes en train d'exposer. Alors une exposition intitulée Immersion. Immersion. Alors, je ne sais pas si on peut citer le nom de l'hôtel. Allez-y. Voilà, c'est à Holiday Inn Cheraga.
C'est une expo intitulée Immersion. Immersion. Voilà. Et alors, quand on parle d'immersion, on parle vraiment d'un voyage au fin fond de quelque chose. Oui. Donc là, vous nous emmenez, on plonge carrément dans les souvenirs. Voilà. C'est une expo que je fais en duo avec ma maman, qui est artiste peintre également. Voilà. C'était pour lui rendre honneur. Voilà. C'est grâce à elle si je me suis mise à la peinture très très jeune. Voilà. Alors justement, votre première exposition à l'âge de 15 ans, c'était avec votre maman. Oui, c'était. Et vous continuez donc à exposer avec elle. Exactement. Comme j'adore la peinture, j'ai jamais cessé de peindre, de faire également des expositions. Comme je disais, ma première exposition, c'était à l'âge de 15 ans dans la ville de Saint-Étienne à Lyon, avec ma mère. Et comment j'ai commencé très très jeune à peindre, à l'âge de 5-6 ans. J'étais là à lui chipper ces tubes de peinture, ces pinceaux. Je me mettais à l'écart pour pas qu'elle me voie et tout. Voilà. C'est vrai que ça devient très précieux, hein, tout ce qui est matériel pour les artistes, ça devient très précieux. Ouais, il faut faire vraiment attention. Voilà. Alors ce qui fait, après ça, j'ai continué à exposer un peu partout, à Paris, en Suisse, un peu partout, ici en Algérie également. Et j'ai exposé à Business Art Fair à Saint-Germain-des-Prés. C'était en 2019. Ensuite, j'ai exposé à International Art Gallery dans le village suisse. J'ai exposé là, pour parler ici d'Algérie aussi, j'ai exposé récemment en mars dernier à l'Opéra d'Alger. On était vraiment nombreux, peut-être on était une centaine d'artistes et tout. C'était pour le 8 mars et tout. Voilà. C'était dans le cadre de l'organisation de Lydia Ladjouzi, c'est ça? Non, oui, exactement. Voilà. Et il y avait aussi M. Elias Rifati. Elias Rifati, effectivement, de la Galerie Yasmine. De la Galerie Yasmine. Et ensuite, j'ai exposé également au CCF, Centre culturel français, où j'ai animé également des ateliers de peinture. Donc finalement, c'est une passion que vous partagez à travers les ateliers. Mais sinon, Mariam, alors là, vous faites beaucoup d'expositions, donc beaucoup de partage. Hein. Quand on parle d'exposition, c'est carrément un partage parce que nous sommes en contact direct avec les amateurs d'art, avec les amoureux de l'art. Mais sinon, parlez-nous un petit peu de votre travail. Donc votre travail est hautement coloré finalement, n'est-ce pas? Avant, je faisais de l'art figuratif parce que ma mère, elle ne fait uniquement que de l'art figuratif. Mais après, donc c'est un héritage, quelque part. C'est un héritage, voilà. Mais après, j'ai eu tendance à aller vers l'abstrait. J'ai trouvé que j'avais une préférence et que je partais comme ça, d'instinct, vers l'art abstrait. Alors justement, l'art abstrait, vous nous avez ramené quelques images. On va voir peut-être le premier tableau que vous allez nous commenter. Je disais hautement coloré, hein, il y a un peu beaucoup de tout, couleurs, et surtout beaucoup d'harmonie dans les couleurs. Oui, exactement. Il y a plusieurs toiles, il y a plusieurs thèmes également. On va peut-être parler de celui-là. C'est quoi? Je dois le décrire, c'est ça que vous voulez? Peut-être commenter? Parce que finalement, Marie, il faut dire que lorsqu'il s'agit de l'art abstrait, c'est très subjectif. Hein. C'est très vaste donc, également. Chacun, finalement, il va... le définir à sa manière. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire telle toile. Certaines, peut-être, quand elles sont semi-abstraites, là, certaines, on peut... Il y a une orientation. Exactement. Mais sinon, j'aime bien laisser découvrir... les personnes qui viennent à l'expo, je les laisse découvrir, je les laisse, plonger dans cet univers. Voilà. Vous parlez avec eux, vous discutez avec eux, vous essayez de comprendre comment ils définissent. Ils se rapprochent un petit peu de votre objectif. C'est le plus important pour moi dans une exposition. Voilà, mais finalement, lorsqu'ils viennent définir et donner une lecture, j'ai envie de dire, à vos tableaux, généralement, ils se rapprochent de ce que vous avez envie de dire. Justement, c'est ça qui m'a choquée plusieurs fois dans les expos, parce que je me dis, ça c'est ma propre toile, c'est ma propre création, moi je sais ce que j'ai peint, je sais ce que je voulais transmettre. Surtout. Mais quand eux, ils me décrivent, ils arrivent à lire la toile. Vraiment, c'est une réussite quelque part, parce que finalement, votre message est passé. Exactement. Et là, c'est la satisfaction. La satisfaction que mon propre public, les personnes que je connais, les personnes qui se déplacent, même les artistes également, qui viennent aux expos pour m'encourager et pour voir tous mes travaux et tout. Ils me suivent de très près. Depuis, ça fait des années et des années. Et c'est une satisfaction totale, je dirais. Voilà. Alors justement, on revient un petit peu à votre style. Vous avez dit, vous avez cette tendance et ce penchant vers l'abstrait. Probablement, vous avez été impacté, vous avez été influencé par d'autres artistes peintres, par d'autres styles. Non, je dirais pas ça. Non, je dirais que dès que je prends une toile, d'instinct, je sais quoi dessiner. Dès que je me lève, je sais quoi faire. Je sais qu'est-ce qu'il faut mettre comme couleur, comme mélange, qu'est-ce que je dois mettre sur cette toile. Ce qui fait, j'ai mon propre style
ma propre manière de faire. Et voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre. Alors là, nous sommes en train de découvrir une autre toile. Alors, je ne sais pas, Mariam, si vous êtes d'accord avec moi, mais la chose la plus difficile dans l'art, c'est vraiment l'agencement des couleurs. Exactement, et c'est le mélange des couleurs. L'harmonie dans et le les mélange couleurs. des couleurs. Donc, ce mélange de couleurs, est-ce que c'est réfléchi auparavant ou ça vient avec le travail? Ça vient au fur et à mesure? Je dirais c'est les deux. D'accord. Déjà, je dirais c'est les deux. Il faut déjà réfléchir. Et ensuite, quand on peint, il y a des couleurs qu'on ne s'est même pas mis dans la tête qu'on allait les mettre. D'accord. Et au fur et à mesure, quand on fait nos mélanges et tout, quand on prépare et tout, et on commence à peindre. Alors, Voilà. ce qui m'a un petit peu attirée dans vos tableaux, Mariam, c'est la couleur bleue. Vous utilisez beaucoup de bleu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ma couleur préférée. Non, c'est ma couleur préférée, aussi. C'est vrai. Et ben voilà. Pour le bleu, justement. Parce que je vois sur vos tableaux, donc là on a eu un petit échantillon, mais dans vos tableaux, le bleu revient souvent. Il prédomine. Alors, est-ce que parce que c'est votre couleur préférée ou parce que vous avez envie de dire quelque chose? Pour moi, le bleu, il représente déjà, parce que déjà j'habite au bord de la mer, alors je suis inspirée du matin jusqu'au soir. Voilà. Alors ce qui fait, tout est dit. Donc voilà, là, vous avez compris. Alors ce qui fait, il y a toujours, même si une toile, elle n'est pas peinte en bleu, il y a toujours ma petite touche de bleu. Même si elle est avec d'autres couleurs, même les silhouettes, elles sont peintes d'une autre couleur, d'une autre manière, mais il y a toujours ma signature. Alors là, c'est vraiment le bleu. Voilà, c'est ma signature. Là, c'est exclusivement du bleu, le dégradé du bleu. Merci. Voilà. Donc là, ça fait un petit peu rappeler aussi à une exposition que vous avez réalisée, vous avez plutôt organisée récemment, le mois dernier, seulement au niveau de Zawad Gallery, qui est intitulée Abstraction du bleu en folie. Voilà. Donc finalement, le bleu revient à chaque fois. Il revient à chaque fois et les personnes qui me connaissent, ils me connaissent pour mon bleu. Et ils adorent, ils aiment bien mon mélange de bleu que je fais. Ils sont attirés, c'est alhamdoulilah, voilà. Du moment qu'ils sont satisfaits, c'est ma satisfaction. Voilà, donc là, on est en train de voir une autre toile. Là, c'est des silhouettes. Voilà. Le bleu, encore une fois. Il y a toujours, c'est ce que je vous disais. Voilà. Même s'il y a d'autres couleurs, il y a toujours ma signature. Vous trouverez. Là, vous saurez que c'est ma toile. Oui. Quand vous trouverez une touche de bleu. Mais on reconnaît aussi, même si c'est de l'abstrait, on reconnaît aussi le style. Donc, au fait, lorsqu'on parle de votre style, on va peut-être un petit peu parler des techniques que vous utilisez. Je travaille, je peins mes toiles avec de la peinture à l'acrylique. D'accord. Sur les supports de toile en lin. Je peins également avec de la peinture à l'huile, bien sûr. Et je prépare mes toiles déjà à l'avance, je les prépare. Parce qu'il faut qu'il y ait un relief. Ce qui fait que je travaille le relief en dessous pour pouvoir peindre ensuite. Vous le travaillez comment? Avec le couteau? Au couteau, je travaille, ça c'est sûr, je travaille au couteau. Quand celle de silhouette, celle qu'on vient de voir. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. J'ai reconnu un petit peu les reliefs. Au couteau, je travaille énormément au couteau. Mais le relief, je le prépare avec le gesso et tout. C'est une préparation. C'est une préparation que je commence la veille et tout. Dès que ça sèche, le lendemain, je commence et j'entame la toile. Voilà. En fait, autant qu'artiste, vous êtes très orienté, j'ai envie de dire. Vous êtes très orienté, très organisé, vous savez ce que vous voulez. Les artistes, généralement, ils se laissent aller avec l'humeur du jour, avec l'humeur du moment. Mais vous êtes très réfléchi finalement. Il y a toujours une préparation, il y a toujours une réflexion, il y a toujours une organisation. Voilà, très 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 organisée. J'ai mon planning, j'ai mon agenda, j'ai mes expos, j'ai les jours d'atelier que je dois faire aux adultes et tout. Ce qui fait, pour ça je suis très carrée. Voilà. Je fais attention à tout. Mes expos futures sont programmées déjà un an à l'avance. Voilà, j'essaie de m'organiser le maximum. Voilà, vous organisez justement le maximum. Alors encore une fois, Mariam, on parle encore une fois de vos toiles, de cette exposition Immersion. La dernière fois, c'était Abstraction du bleu en folie. Oui. Alors, d'où viennent toutes ces appellations? Tous ces titres que vous donnez à le titre, vos expositions. Je donne un sens à mon expo. Le titre, c'est pour orienter les personnes, les téléspectateurs et tout, c'est pour les orienter sur ce que je veux transmettre par le biais de ces toiles. Quand je donne le titre, déjà, je les aide un petit peu. Et ensuite, je les laisse découvrir. Voilà. Mais je les aide. Voilà, je les aide. Là, on est en train de découvrir un autre style, oui, par contre. Ça, c'est ma casse-bois. Voilà, ça, c'est un autre style. C'est l'une de mes préférées. Peinte à l'huile, c'est ma casse-bois haute en couleur. C'est une casse-bois revisitée. D'accord. En semi-abstraite. Et celle-là, j'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, de toute façon. Oui.
c'est pas la Casbah traditionnelle, voilà. C'est une Casbah qui a été revisitée. En fait, on reconnaît un peu, on reconnaît la petite ruelle, mais c'est vrai que ça nous fait rappeler, Bon, dès qu'on la voit, on sait que c'est la Casbah. Hein. Voilà. Mais revisité. Revisité, voilà, avec notre beaucoup de couleurs. touche, ma propre touche personnelle. Voilà. Avec beaucoup de couleurs. Alors, je disais, donc, vous donnez des titres comme ça à vos expositions. Et donc, du coup, pour les expositions, à chaque fois, ce sont de nouvelles toiles que vous exposez Je suis obligée de mettre de nouvelles collections. toiles. Je suis obligée de mettre de nouvelles. D'ailleurs, maintenant, je suis en train de préparer une nouvelle collection. Après, je vais en parler pour les prochaines expos, Inch'Allah. Mais je mets toujours de nouvelles toiles. Bon, déjà, certaines toiles, les anciennes, déjà, elles partent. Elles ont leur destinataire. Oui. Celles qui sont encore présentes, je les réexpose et je mets toujours de nouvelles toiles avec. Elles sont toujours accompagnées. Je suis obligée de faire de nouvelles toiles parce que moi, je ne peux pas m'arrêter de peindre. Voilà. Je peins sans cesse. C'est vraiment sans cesse. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre quotidien. Et justement, Mariam, dans tout ça, vous êtes autodidacte. Autodidacte, exactement. À la base, j'étais autodidacte. Ensuite, en 2017-2018, j'ai fait une petite formation dans une école d'art. Voilà, c'était pour compléter, on va dire. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est bon. Là, nous sommes en train de découvrir une autre toile. Si on peut juste revenir au niveau de la régie à la toile, encore une fois, un autre style que vous nous proposez. Cette fois-ci, c'est carrément la nature. Hein. Oui. Voilà, c'est l'automne. Et c'est une toile qui est peinte également au couteau et au pinceau. Il y a les deux techniques. Et ça représente l'automne. Et c'est une toile semi-abstraite. Mais donc, on voit que c'est l'automne. Il y a les feuilles mortes. On voit les feuilles mortes, on voit... Voilà, une multitude de couleurs, voilà. C'est pour représenter. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Il y a un joli contraste. Voilà. Encore une fois, le bleu qui revient. Ah oui, c'est obligé. C'est obligé, voilà. Le bleu qui revient. Mais sinon, vous avez dit, vous avez des expositions à l'avenir, donc qui sont déjà planifiées. Oui, j'ai des expos qui sont planifiées, Inch'Allah, pour 2023. J'en ai une, Inch'Allah, avant le Ramadan, Inch'Allah, ce sera à Djerba, dans la galerie des Art Corner. J'ai également une expo à Dubaï. Bon, après, je communiquerai via ma page la date. Et une autre à Istanbul, Inch'Allah. Et sans compter, j'ai aussi des expos en Algérie, voilà, avec certaines galeries qui m'ont contacté, Inch'Allah, et ce sera avec plaisir. Inch'Allah, donc ce sera toujours un partage de votre passion. Voilà. Alors, parlons encore une fois. Alors là, on me dit à la régie qu'on va vous faire passer une belle photo. Ah bon? Je ne sais pas, je vais découvrir comme vous. Hein, donc, on va la voir et on va la commenter. Oui. Eh ben voilà, voilà avec les silhouettes. Ça, c'est moi accompagnée de vos tableaux. Voilà, moi accompagnée de mes toiles. Oui. Voilà. Donc là, c'est l'exposition qui se tient en ce moment? Oui, en ce moment, jusqu'à fin décembre, Inch'Allah. Jusqu'à fin décembre. On a prolongé, c'était prévu jusqu'au 10 novembre, mais là, on a prolongé. Et là où, si vous avez remarqué, mes toiles, en dessous, il y a des petits cartons comme ça. Et mes toiles sont accompagnées de poèmes. Voilà, elles sont accompagnées de poèmes écrits par un ami. D'accord. Alors, sinon, vos projets en plus des expositions? Enfin, oui, j'avais un projet. À la peinture, oui, je ne touche pas uniquement à la peinture. J'ai été sélectionnée. J'avais envoyé une maquette et ma candidature à la mairie de Neuf-Brisac. C'était un projet d'une grande ampleur. Oui. Et j'ai été sélectionnée. Ma maquette a été sélectionnée. Félicitations. Merci, avec Saha. C'était en 2020. 2020. Et je devais faire une sculpture de 4 mètres de hauteur sur 3 mètres de diamètre. Et c'était sur le thème aérien. C'était sur le thème aérien. Et c'était vraiment... Et c'était dans les remparts de Vauban. C'est protégé par l'UNESCO. Voilà, c'était un... Patrimoine de l'humanité. Voilà, exactement, patrimoine de l'humanité. Et on devait ériger cette sculpture et je devais être aidée par leur équipe sur place parce qu'ils ne pouvaient pas faire tout toute seule. On avait un mois pour concrétiser, pour la réalisation. Oui, pour concrétiser ce projet. Et malheureusement, il y a eu le Covid et tout. Mais là, ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Et ça se fera, Inch'Allah, en 2023. Voilà. Et la ville de Neuf-Brisac, elle se trouve à la frontière allemande. Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Donc, rendez-vous pris jusqu'à la fin décembre pour cette exposition, d'autres expositions. Oui, pour ceux qui veulent se déplacer, Inch'Allah, ils sont les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès. Très belle continuation à vous. Merci à nos téléspectateurs d'avoir regardé Bonjour d'Algérie. Alors, je rappelle également, merci à toute l'équipe.
Marhaba bik. Mariam Ouahli, merci beaucoup. Donc vous êtes artiste peintre. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, puisque Farhat Mouzawi aujourd'hui s'intéresse à une actualité, s'intéresse à un sujet d'actualité, surtout qui touche de très près l'économie, l'environnement, le développement, mais aussi le marché de l'emploi. On parle de start-up et surtout leur impact positif sur le développement de la société. Farhat Mouzawi ce matin reçoit le vice-recteur donc, de l'université de Ouargla. Je vous laisse en compagnie de Farhat Mouzawi. On se retrouve juste après. Farhat, c'est à toi, bonjour. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, depuis la station régionale de Ouargla, on parlera de l'élite de la société qui se construit bien sûr à l'université et surtout de l'initiation de l'université au monde socio-économique. Avec nous aujourd'hui le professeur Qureshi Mourad qui va un petit peu nous informer sur ce point. Bonjour Monsieur Qureshi. Bonjour. Et bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de l'ouverture plutôt de l'université sur le monde socio-économique. Donc quels sont les points dont on va parler, quelles sont les choses que fait l'université pour un petit peu développer ce secteur socio-économique? D'accord. Donc une autre fois, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, lorsqu'on parle un petit peu de l'université, donc tout à fait normal, on parle d'un contexte d'évolution de l'université par rapport à son environnement. L'université de 62, c'est pas l'université de 2022. Oui. Donc certes, l'université, elle est là pour former, pour faire de la recherche. Donc ces deux choses sont principalement les piliers de l'université, mais aussi actuellement avec le développement de la société, le développement de l'économie, la globalisation qui est là avec ses impacts politiques, sociaux, économiques. L'université doit un petit peu s'adapter et, si voulu, un petit peu vers d'autres concepts essentiels. Cette question, en réalité, a été débattue lors du cours inaugural de l'ouverture de l'année universitaire. Oui. C'était en 17 septembre 2022. Où la question a été posée, est-ce que l'université est responsable des générations futures? Oui. Et donc, automatiquement, lorsqu'on parle de ça, on doit comprendre c'est quoi l'université, quelles sont les missions essentielles de l'université. Et les rôles, surtout. Les rôles, exactement. Oui. Et aussi, le mot responsabilité aussi, c'est un mot très important, de connaître un petit peu ce mot-clé important et connaître un petit peu les futures générations. Comme après l'indépendance, donc tout à fait normal que la société algérienne a besoin de beaucoup d'universitaires pour enseigner, pour faire fonctionner les unités industrielles, pour faire la production industrielle, pour faire l'agriculture, etc., etc. Ça nécessite toujours des formations. Voilà. Et donc l'essentiel, c'est de former les gens pour qu'ils puissent prendre le relais et prendre la main sur toutes les aspects liés à l'industrie, à l'économie. À chaque fois, il y a une évolution de ce système, de l'université. L'université 2022, c'est une autre université. Certes, la formation universitaire, c'est très importante, la recherche scientifique, c'est très important, mais on doit aussi revoir le mot formation et revoir le mot recherche. La formation, elle n'est pas figée. Il y a une évolution en continu de la formation. Il y a des métiers futurs. Quelles sont les formations de 2030? Quelles sont les formations de 2040? On parle de la recherche scientifique.
On a parlé un petit peu de la recherche fondamentale, plusieurs années. Mais actuellement, on cherche des formations à impact socio-économique, impact sur l'économie, impact sur la société. Et donc l'université n'est pas dans un système fermé, elle est dans un système ouvert qui interagit d'une manière ou d'une autre avec la société et avec l'économie. Et dans cette démarche, les 3 défis essentiels de notre université, c'est comment améliorer la qualité de la formation, la qualité de la recherche, d'introduire l'innovation sur tous les plans, sur les plans administratifs, recherche scientifique, innovation pédagogique, mais aussi sur la gouvernance, le mode de gouvernance de l'université algérienne pour répondre aux défis sociétaux. Donc ça, en premier lieu. En deuxième lieu, la question et le défi le plus important actuellement, l'employabilité des jeunes et l'insertion professionnelle. Oui. Et donc ici, on peut parler sur la formation académique ou professionnelle au sein de l'université, les stages pratiques au milieu socio-économique pour acquérir des bonnes pratiques et pour s'insérer facilement, mais aussi d'avoir d'autres compétences complémentaires de communication, de leadership, de langue, des autres soft skills, etc., dans le but de donner un background aux étudiants pour s'adapter et pour un petit peu se colorer selon le besoin de marché algérien. Oui. Le troisième partie que je vois très importante aussi, c'est la prise en charge. L'université des années 60-70, c'est une université qui forme. Mais, certes, il y a un impact sur la société, mais actuellement, l'impact il est important en 2022 et en 2030. Quel est l'impact sociétal de l'université? L'impact sur la société. Et ici, on peut trouver beaucoup d'informations sur l'innovation sociale. L'étudiant à l'université doit comprendre un petit peu les aspects de volontariat, les aspects liés à la culture civique dans la société. Il doit être très attentif à sa société, il s'intègre dans la société civile pour le bien du pays, pour le bien de l'économie, pour le bien de l'Algérie. Et surtout pour le bien de son développement. Bien sûr, tout à fait. Concernant l'université, surtout l'université de Ouargla, située au sud, donc est-ce qu'il y a des avantages de lieu, si je peux le dire, parce qu'il y a des sociétés pétrolières, il y a beaucoup de sociétés basées à Ouargla. Donc est-ce que ça facilite cette on peut dire convention entre l'université et les sociétés? Oui. En réalité, lorsqu'on parle de l'université de Ouargla particulièrement, on a en réalité une grande chance d'être à Ouargla et d'être à proximité de deux champs pétrolières. Zones pétrolières. Il y a Hassim Saoud à 80 km, mais il y a aussi Hassermel et Haoud Berkawi à 30 km et Hassermel à peu près à 200 km. Donc c'est des milieux très importants. Certes, c'est une richesse. La chose la plus importante, il ne faut pas toujours être figé sur le pétrole et le gaz. L'avenir, ce n'est pas le pétrole, c'est le gaz, c'est l'agriculture, c'est l'énergie renouvelable, c'est les nouvelles technologies, c'est l'industrie 4.0, c'est l'agriculture, etc. Ouais. Mais on a de la chance au moins d'avoir beaucoup de sociétés dans la région de Ouargla. L'université de Ouargla collabore activement avec ces sociétés. Et il y a pas mal d'accords en ce sens. L'essentiel, ce n'est pas de faire des conventions et s'arrêter aux conventions entre les entreprises et les universités, mais aller au-delà des conventions. C'est de faire des formations continues,
de part et d'autre, c'est de faire des recherches scientifiques appliquées, de prendre en charge des problématiques de la société. Il y a actuellement, donc, avec la politique de Monsieur le Président de la République qui parle un petit peu des produits nationaux, de consulting au niveau des universités, etc., etc. Donc on peut imaginer que l'université peut contribuer efficacement en ce sens. Une chose très importante, c'est que peut-être ça manque un petit peu de soft skills des deux parties, l'entreprise et l'université. On doit un petit peu interagir entre nous, on doit discuter entre nous pour un petit peu trouver le juste milieu pour mettre des projets structurants pour aller pour faire un impact sur l'économie algérienne. Donc on a parlé de Ouargla, monsieur Qarechi. Oui. On va voir un petit peu des images droniques de la ville de Ouargla, de la région de Ouargla, et on revient juste après pour continuer notre débat, d'accord ? Ouargla, c'est une très très belle oasis. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Qarechi ? Oui, Ouargla, c'est la 4e ville au niveau national. Beaucoup de potentialités. Oui. Richesse culturelle, etc. Et je pense qu'on doit prendre en considération ces informations. C'est un atout très important pour aller au-delà et développer la ville de Ouargla, le territoire de Ouargla en ce sens. Sur cette question, j'ai pensé personnellement et j'ai discuté avec des amis sur quelle est la vision de Ouargla 2030. Est-ce qu'on peut mettre un plan pour un petit peu voir et discuter, donc, que ce soit la société civile, que ce soit l'université, que ce soit la communauté pour avoir une idée sur rêver de Ouargla 2030. Voilà. Et à l'université, on est en train de préparer un petit peu une rencontre en ce sens avec la société civile pour initier cette vision de Ouargla 2030 pour avoir un petit peu cibler les défis, proposer des solutions, parce qu'on doit
en qualité d'université, avec la communauté et la société civile, être toujours à l'écoute, à l'attente, et aussi au service des collectivités locales pour un petit peu aller au-delà de cette. Et cela entre un petit peu dans la stratégie de Monsieur le Président de la République. Je vous souhaite plein de courage et surtout de réussite. On continue, Monsieur Khourachi, sur l'initiation de l'université dans les secteurs socio-économiques. On a parlé de l'économie, Monsieur Khourachi, mais concernant les filières littéraires, qu'est-ce que fait l'université pour développer ou avoir des formations dans le côté littérature, dans le côté surtout langue étrangère et tout? Oui, c'est une très bonne question aussi, parce que certes, lorsqu'on parle de l'université d'Ouargla, essentiellement, peut-être l'université algérienne, toujours on a plus de 60% à peu près, 55% des étudiants sont des filières, la grande thématique sciences sociales, sciences humaines, et principalement les langues, sciences sociales, droit, sciences politiques, économie, et aussi la thématique, la grande thématique technologie. Certes, il y a une dominance, mais l'université, pour le moment, on travaille un petit peu sur des aspects liés à les langues, parce qu'on doit faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Une des choses dans l'insertion professionnelle des étudiants, c'est de donner des compétences qu'on dispose dans le Career Center au niveau de l'université, des compétences complémentaires pour s'insérer, comment communiquer, comment travailler teamwork, comment s'adapter aux défis de la société de manière générale. Ça en premier lieu. Aussi, deuxième chose très importante, c'est d'aller vers, lorsque vous parlez un petit peu particulièrement des langues, aller vers un petit peu les langues, mais aller vers la pratique. La pratique, lorsqu'on parle de la pratique, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies dans les langues, l'impact de l'intelligence artificielle dans les langues, par exemple. On doit initier aussi des partenariats avec les universités étrangères, et notamment européennes, pour un petit peu favoriser un petit peu la mobilité des étudiants, pour aller un petit peu voir ce qui se passe à l'étranger, pour que les étudiants des langues, et notamment les langues arabes, peut-être la langue française et anglaise, de s'adapter mieux au marché de l'emploi. Ici, une chose très importante, donc c'est une expérience que je regardais un petit peu dans l'Université de Québec. Dans l'Université de Québec, il y a, pour les étudiants dans le domaine sciences sociales, sciences humaines, les langues, il y a, comment ça s'appelle, les incubateurs d'innovation sociale. Et à travers l'innovation sociale, les étudiants des thématiques, langues, etc., viennent dans ces incubateurs d'innovation sociale pour un petit peu trouver des solutions nouvelles, pour s'adapter mieux à l'insertion professionnelle et aller au-delà de cette insertion. On dit souvent, surtout dans le côté des langues étrangères, pour apprendre une nouvelle langue, il faudrait toujours côtoyer les gens de la langue, par exemple, concernant l'université, elle organisait des voyages linguistiques et tout. Mais est-ce que maintenant l'université algérienne ou l'université de Ouargla envisage ces programmes de formation? Et comme vous l'avez dit dans le début de l'émission, vous avez dit que la meilleure façon d'apprendre et de se former, c'est les formations qu'on organisait avec les sociétés ou les universités, les autres universités. Donc est-ce que l'université envisage ces voyages? Sur ce point, je vous donne un exemple concret qu'on a réalisé à l'Université d'Ouargla. On a mis en place, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle COFI, une licence qui s'appelle Langue étrangère appliquée à la communication en entreprise. Le but, c'est de donner aux étudiants un bagage dans les langues, arabe, français, anglais, voire une autre langue
complémentaires, mais de donner aux étudiants aussi un bagage sur des aspects liés aux réglementations juridiques, un peu de management, un peu d'économie, pour avoir une formation à la fin soudée qui répond aux critères des entreprises. Parce que l'entreprise cherche généralement des gens qui travaillent dans les ressources humaines ou bien le commerce international, etc. Toujours avoir un bagage économique, juridique, social, etc. Mais aussi les langues pour communiquer mieux avec nos partenaires. Ça, c'est en premier lieu. Ça, c'est une expérience. Bon. En deuxième lieu, ce n'est pas une nouvelle pour l'université algérienne. La plupart des universités algériennes actuellement ont des programmes de mobilité, notamment dans le cadre des programmes européens Erasmus+, de mobilité SCM ou autres types de mobilité, dans le but pour avoir et acquérir d'expérience à l'international. Et ce mode de formation est très important. Troisième aspect, c'est que l'étudiant ne doit pas être toujours figé sur sa formation. Et il est étudiant à l'université pour faire un cursus de formation. Mais il doit alimenter sa formation avec d'autres compétences complémentaires nécessaires pour trouver soit un emploi juste après, les compétences professionnelles, linguistiques, communication, etc. Ou bien aussi d'avoir acquérir des compétences pour entrepreneuriales, pour monter son entreprise, ou bien travailler sur quelque chose d'innovant à travers projets fin d'études, etc., dans le but de créer une start-up. Ou lorsqu'on parle de start-up, généralement on parle de start-up économique. On peut avoir une start-up sociale hein, à travers un incubateur d'innovation sociale. Parce que les Canadiens ont réussi à monter un incubateur au profit des étudiants de la thématique sciences sociales, sciences humaines, langues, etc. Pour l'intégrer mieux dans l'économie et la société. Et dans cette logique, l'université doit s'ouvrir davantage à l'international et à national. Et lorsqu'on parle de national, on parle un petit peu de l'économie, l'économie de connaissances, la globalisation, prendre un petit peu des cours et des leçons de la période de pandémie coronavirus, donc a donné beaucoup de leçons. Donc pour les jeunes, pour la société, pour les pays aussi. Et donc on doit prendre un petit peu ces leçons pour se préparer d'ici 2030-2040. Oui, donc M. Kharachi, on a parlé beaucoup sur les dates, donc 2030-2040. Est-ce que vous avez une vision concernant ces dates? Est-ce qu'il y aura des changements et quels sont ces changements-là? En réalité, c'est très difficile de donner dès le début, on a donné ces dates. 2030-2040. Oui, c'est-à-dire le mot 2030-2040, c'est des mots que j'ai avancés juste pour penser. On sait bien qu'il y a une pollution très importante. Il y a un problème lié à l'environnement. On utilise beaucoup de carburant. On utilise beaucoup de gaz pour produire de l'électricité. On doit faire un effort pour un petit peu préserver ces ressources pour l'Algérie et pour les générations futures aussi. Et lorsqu'on parle de ça, c'est-à-dire avancer déjà un débat en ce sens. L'université doit être en avant sur le plan réflexion, sur le plan problématique. On doit donner à nos étudiants. Lorsqu'on parle de Ouargla, par exemple, on a plus de 33 000 étudiants. Si on donne beaucoup d'informations, beaucoup de compétences pour préserver l'environnement, pour entrer dans les objectifs du développement durable, pour un petit peu initier les gens dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, donner des compétences complémentaires aux étudiants, on est sûr
ces étudiants, c'est les hommes de l'avenir, les années 2030, 2040. Ces jeunes-là vont prendre la main en 2030, 2040. Et donc, si on donne ces informations, ces pratiques, ces compétences, on va réussir un petit peu à sortir un petit peu et prendre ces défis réellement. Donc, on pourrait dire qu'associer l'université au secteur socio-économique est sûrement l'une des meilleures options pour notre élite, c'est ça? Tout à fait normal. On doit s'adapter. Actuellement, on parle beaucoup de la relation. On ne reste pas dans la relation. On doit s'ouvrir davantage sur le monde économique, parce qu'on parle de l'économie de connaissance, le monde change, la globalisation, etc. Mais aussi une responsabilité de l'université envers la société. Et sa responsabilité sociétale très importante. Et donc, on regarde toujours dans le discours de Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre, qui parlent un petit peu beaucoup de ces enjeux et ces problématiques qu'on doit prendre réellement à travers une démarche participative, une communication au niveau de la communauté et dans un aspect responsable. Merci. Je rappelle, Monsieur Qureshi, vous êtes vice-recteur des relations extérieures de l'Université de Ouargla. On vous remercie pour toutes ces informations, Monsieur Qureshi. Merci. Ça fut un énorme plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci à vous. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très très bientôt pour notre émission depuis la station régionale de Ouargla. Et voilà, Farhat Mouzaoui était parmi nous, donc à partir de Ouargla. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Chlef en compagnie de notre invité Youssef Achira Adel Hakim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Ça fait toujours un énorme plaisir pour moi d'être ici sur le plateau de Canal Algérie. Le plaisir est partagé. Marhaba bik, ça va? En forme? En forme, oui. Du moment que vous avez pris la route ce matin à 4h du matin? Oui, à 4h30 exactement. 4h30. Donc je fais le chemin et je vais faire le retour. Juste après, voilà. Parce qu'encore il y a beaucoup de choses qui vous attendent du moment que votre événement sera lancé demain, Inch'Allah, le 5 à partir de 16h. 16h, Donc c'est une première édition du festival du livre, du cinéma, festival culturel au niveau de Chlef. Alors, tout d'abord, ce festival, d'où vient l'intérêt et les motivations d'organiser ce festival? Bon, d'abord, en fait, c'est-à-dire depuis toujours, j'ai aimé ce domaine de l'événementiel culturel et je pensais toujours à faire quelque chose qui sort un petit peu de l'habitude. Je commençais, on va dire, au début, c'était une idée de faire un grand festival à Chlef parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire pratiquement la quasi-majorité des wilayas algériens ont un festival, entre autres, un petit, grand, régional, national, international, mais Chlef n'a pas son propre festival. Donc on a pensé à ça et surtout que nous, on était à l'origine du Salon national du livre de Chlef, c'est-à-dire la même équipe, et voilà, c'est-à-dire qui existe encore, hein, d'ailleurs, voilà. Et c'est-à-dire on voulait lancer quelque chose de plus grandiose, c'est-à-dire qui ne se limite pas dans le domaine, enfin dire qui n'a pas juste une seule dimension livresque entre parenthèses. On voulait ajouter tout ce qui est art.
parce que en fait, il y a quelques arts, il y a quelques productions artistiques qui sont, on va dire, qui hameçonnent moins du monde par rapport à d'autres. Donc là, on voulait en quelque sorte on va dire à faire quelque chose d'un petit peu, on va dire, qui touche à plusieurs dimensions, livresque, on va dire cinéma, photographie, art plastique, poésie, théâtre, musique surtout. Donc pour qu'il y ait la présence de tout le monde et pour attirer tout le monde et surtout pour relancer les activités cinématographiques à Chlef, parce que en fait, les activités cinématographiques sont de moins en moins nombreuses, on va dire d'un petit peu partout en Algérie, pas seulement à Chlef. Il y a aussi entre autres tout ce qui est pièces de théâtre et surtout, c'est-à-dire la disponibilité de ces pièces pour le grand public. Je vous en prie. Alors, justement, donc là, c'est un peu répondre aux besoins de chacun, finalement, de la ville de Chlef, en pensant à avoir plusieurs domaines. En fait, ça va être un festival plutôt multidisciplinaire qui va s'étaler sur 5 jours. Donc, l'ouverture est prévue pour demain. Les activités se poursuivront jusqu'au 10. On comprend par là que le programme est bien dense. Exactement. Donc, à partir de demain, c'est-à-dire à 16h dans l'après-midi, on va organiser une cérémonie d'ouverture. C'est une cérémonie entre autres officielle pour lancer l'événement. Avant cela, il y aura une conférence de presse à 9h du matin. Donc voilà. Donc dans la conférence, on va dire, enfin dans la cérémonie d'ouverture, il y aura, on va dire, la présence des cadres, etc., de la wilaya de Chlef. Ainsi, j'ai invité pratiquement tout le monde. Et aussi, il y aura, c'est-à-dire le lancement officiel qui sera déclamé par Monsieur Abdelkader Guérine, qui est un écrivain, plasticien et entre autres musicien, on va dire de Chlef, qui est l'auteur de Isabelle Eberhard, le Bédouin d'Isabelle chez ANEP. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui produit beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour cet événement. Alors vous dites déclamer, l'ouverture sera déclamée, on comprend qu'il va y avoir de la poésie, qu'il ne va pas y avoir un discours officiel comme on a l'habitude de voir. Sincèrement, je l'espère, parce que c'est un poète à la base, parce que c'est à lui de le faire. Mais vu que vous pensez que ça va être déclamé? Oui, je pense que ça va être déclamé, oui. Je le sens. Même pour moi, mon discours, je l'ai pensé, mais je l'ai pas encore écrit. Vous allez rentrer tout à l'heure pour le faire, d'ailleurs. Exactement, surtout. Donc je pense à la poésie. Et surtout, depuis 2-3 semaines, je commence à produire beaucoup, on va dire, de poèmes. Je publie certaines je les garde pour moi. Et voilà, je pense de faire quelque chose, entre autres, poétique. Entre autres poétique. Alors justement, encore une fois, pour revenir au programme du festival durant ces 5 jours, donc on comprend qu'il y aura du cinéma, des pièces théâtrales, conférences, débats, il y aura aussi une exposition de livres, n'est-ce pas? Donc un peu plus de détails probablement par rapport à ce programme. Livre, dans ce festival, beaucoup de gens, c'est-à-dire l'appellent le salon du livre ou plutôt la foire du livre. C'est entre autres, le livre, c'est vrai, c'est la colonne vertébrale de cet événement. Il y aura la présence d'une trentaine de maisons d'édition qui ont déjà confirmé, ainsi que, trentaine de maisons d'édition, on comprend que c'est la participation des 4 coins du pays finalement. Exactement, il y a des gens d'un petit peu de l'Est, de l'Ouest, d'Alger surtout, de la Kabylie. Il y aura la participation d'un petit peu de tout le monde. Il y aura même la participation du centre de recherche de l'université d'Oran, le CRASC. Il y aura, c'est-à-dire avec ses revues scientifiques, entre autres. Il y aura les éditions Galaxy qui sont spécialisées dans le domaine médical. C'est-à-dire, quand on dit livresque, on tient à dire livresque et non pas littéraire. Donc voilà, c'est-à-dire, il y aura on est ouvert à tout le monde. Et voilà, il y aura même la participation de la revue livresque, des autres revues comme Politis. J'espère que tout se déroulera dans les bonnes conditions. Alors, revenons un peu sur les projections cinéma.
cinéma. Ouais. Donc, ce sera des films qui seront sélectionnés. Donc, vous allez travailler certainement en collaboration avec des organisations qui vous fournissent ces films. Exactement, parce qu'en fait, l'événement est parrainé par Madame la ministre de la Culture, que je salue. Et je salue aussi M. Missom Larossi qui nous a aidés par rapport à la préparation de cet événement, ainsi que l'artiste qui vient de nous quitter, Taïeb Laïdi, le grand plasticien qui m'a beaucoup aidé. J'étais étonné d'ailleurs j'y crois pas encore, c'est-à-dire le fait qu'il nous a quittés. Voilà, donc donc et du coup, c'est-à-dire on a comme partenaire le CADC, le Centre algérien du développement du cinéma, c'est-à-dire qui nous a fait une proposition de film, etc., etc. Alors, toujours pour ce qui est de l'offre cinématographique, il y a toujours une catégorie très importante dans tout festival, c'est la catégorie des enfants. Oui. Donc, qu'en est-il finalement de cette offre cinématographique destinée aux enfants ? Moi, je tenais qu'il y ait, c'est-à-dire des projections pour enfants. Il y a un long métrage dédié c'est-à-dire aux enfants, et il y a aussi un court métrage d'animation. Donc voilà, donc vous imaginez un petit peu qu'on a donné un petit peu de l'importance aux enfants, et même par rapport au côté livresque, c'est-à-dire il y a la présence de la revue Romaïda, c'est-à-dire pour tout ce qui est coloriage et tout, et d'ailleurs elle sort dans 2 langues. Donc c'est déjà. Revue Romaïda que nous avons d'ailleurs reçu juste la semaine dernière. Vraiment un magazine très intéressant pour les enfants, aussi un magazine très riche, très varié sur le plan ludique, sur le plan. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la cerise, on va dire, c'est toujours, on va dire, la chose qui attire les gens à Chlef. Ils ont aussi, on jette un coup d'œil sur les correspondances, tous les journalistes et tout. Ils ne parlent que de cela, parce que en fait, on va dire, c'est leurs ateliers et tout qui attirent, on va dire, les visiteurs. Donc voilà. Et aussi, c'est-à-dire, il organise de tout ce qui est, on va dire, des petites compétitions comme ça entre les enfants et tout. C'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, surtout d'inculquer cette culture de lecture aux enfants, puisque nous sommes aujourd'hui en face. Une arme à double tranchant. Donc ça peut être un gros fléau, les nouvelles technologies, comme ça peut beaucoup rendre service. Alors justement, en parlant de livres, en parlant de toutes ces rencontres livresques, comme vous le dites si bien, vous savez que le salon du livre arabe se tient aujourd'hui, c'est la clôture. On va aller faire un petit tour, ça vous dit? On revient juste après. Avec plaisir. Et ben voilà, donc on va aller visiter le salon du livre arabe qui se tient en ce moment. Aujourd'hui, c'est la clôture, c'est Samia Bouharour qui nous fait ce compte rendu. On se retrouve juste après. Tilimsan, des titres d'ouvrages de Mustafa Qaisser, un écrivain libanais qui vit en Algérie depuis 43 ans et qui a toujours porté l'Algérie dans son cœur. Un écrivain qui a soutenu la cause algérienne pendant la glorieuse révolution de libération nationale. J'ai beaucoup écrit sur le courage et le combat du peuple algérien. J'ai rendu hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Aujourd'hui, je salue l'initiative de l'Algérie en organisant ce sommet arabe qui s'inspire des principes de la révolution algérienne. Ce salon se tient en marge de la tenue à Alger du sommet arabe. 80 maisons d'édition de plus de 14 pays arabes y participent avec plus de 15 000 titres. Ce rendez-vous culturel se veut une occasion d'échange entre les éditeurs et écrivains du monde arabe et une opportunité également pour montrer les nouveautés concernant l'écriture, l'édition et la distribution, à l'exemple de cet ouvrage Iklil Khamsini. Le livre Iklil Khamsini du professeur Rachida Mhamdi, c'est une icône, d'ailleurs elle est traductrice, interprète, dessinateur, compositeur. Elle parle pratiquement 6 langues. De notre côté, on a édité la version arabe. Mais on a édité l'ouvrage avec une petite signature artistique. Donc toutes les citations, ils sont écrites par calligraphie. J'ai des invitations de la radio Pacifica Radio de New York, ainsi de l'université arabe à Madrid pour faire l'exposé Iklil Khamsini et éventuellement
On a deux autres invitations du ministère de la Culture syrienne et même koweïtienne. En marge de ce salon, des conférences, des ateliers, des rencontres littéraires, des lectures poétiques seront organisées sur les questions liées à la pensée et à la littérature arabe, ainsi que la révolution nationale dans la créativité arabe. Et voilà, c'était donc un reportage de Samia Bouharour qui s'est intéressée au salon du livre arabe. Alors je reviens à vous, Adel Hakim. Il faut dire que le livre, finalement, au milieu de toutes ces nouvelles technologies, il a toujours sa place. Hein. Oui, il a toujours sa place, et surtout l'odeur du livre. Et on n'a pas pu le détrôner, en tout cas. Oui, on ne pourra jamais. On ne pourra pas. C'est ce qu'on espère. Je pense, et enfin, ce que je sens, parce que l'odeur des papiers, etc. Même le contact physique. Oui, le contact physique, il est parfait. Le fait de plier une page, le fait de tracer, le fait de garder une page comme ça, on va dire, voilà, même, c'est-à-dire quand les pages deviennent de plus en plus jaunes, donc on développe une certaine relation avec le livre, avec les phrases, avec le passage, c'est-à-dire la page, est-ce qu'il se trouve à droite ou à gauche, donc ce n'est pas la même sensation avec tout ce qui est les liseuses et tout, les Kindle et tout, c'est pas vraiment intéressant. Voilà, et donc vous-même au niveau de Chlef, donc vous avez initié le salon du livre. Aujourd'hui, le salon donc a pris plus d'ampleur, il est devenu plutôt un festival culturel. Non, le salon existe toujours. Il existe toujours. Mais ce que je veux dire, c'est cette expérience justement qui a donné aussi naissance au festival. Alors, au festival, donc, nous avons parlé de l'offre cinématographique, nous avons parlé de l'offre livresque, mais sinon d'autres offres, vous nous avez dit. Il y a théâtre, il y a le théâtre, la musique et surtout, on va dire, les performances musicales, on va dire, libres. Oui. Il y a des soirées musicales. Qu'est-ce que vous appelez performances musicales libres? Au sein de l'expo, il y aura un coin réservé pour les musiciens, on va dire, solistes. On n'a pas limité le nombre ou autre chose. C'est-à-dire, on a ouvert, on va dire, on l'a appelé Music Square. Donc c'est un carré comme ça où tout un musicien va dire qui sait jouer un instrument, il peut, c'est-à-dire se placer devant, il peut jouer, on va dire voilà, on a les artistes principaux qui vont y participer, mais sinon c'est ouvert, on va dire à tout musicien qui veut y participer. En fait, c'est très intéressant, ça nous permet quand même de découvrir des jeunes talents qui restent quand même dans l'ombre. On ne connaît pas forcément. Surtout c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée comment développer et leur talent et c'est-à-dire et leur carrière professionnelle, et ils se trouvent en train de, on va dire, de suivre, on va dire, la tendance de publier sur les réseaux et tout. C'est vrai, c'est une belle chose, mais un artiste c'est un tout, c'est une carte, la carte de l'ANDA, ses droits, comment, c'est-à-dire, sa carrière doit être gérée, etc., etc. Et je cite entre parenthèses quelques musiciens de l'Institut régional de la formation musicale Hachmi Grouabi de Chlef, qui sont vraiment très doués, des violonistes, celui que vous allez voir dans la bande-annonce, le violoniste, le saxophoniste, on va dire tout ce qui est musique, entre parenthèses, arabo-andalouse avec les mandoles et tout. Donc c'est vachement intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'espère qu'il y aura, on va dire, des managers dans ce domaine qui peuvent les diriger. Les diriger, leur donner leur chance. Oui, et surtout. Après, pour les soirées musicales, nous avons opté pour 3 genres. On va dire les plus. Il y aura la musique shabi, qui vont être, on va dire, l'activité. Indétrônable aussi, la musique. Oui, la musique shabi est indétrônable. Et surtout qu'elle va jouer par un partenaire de l'événement qui est l'association Cheikh Al-Fan, par notre ami que je salue, Mourad Kharjaja. Il y a aussi, on va dire, la musique, on va dire le groupe Afrah qui est dans la musique moderne, raï entre autres, classique, c'est-à-dire ils ont une variété extraordinaire et c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire, et même c'est eux qui vont animer la cérémonie d'ouverture. Et aussi la musique arabo-andalouse par, on va dire, le groupe El Fan Al Asil, donc qui vont aussi y participer. Donc normalement, on a essayé de toucher à tout. On a 5 soirées, entre parenthèses, 3 musicales et 2 théâtrales. On va dire pour le groupe de théâtre, il y aura, on va dire, ce qu'on appelle en arabe Malhama Tarikhiya, qui a été joué à l'occasion du 5 juillet, qui va être rejoué. Je tenais à ça parce que le grand public ne l'a pas vu, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Et il y a aussi, c'est-à-dire une comédie
midi, entre autres, qui va être joué aussi, on va dire, le 9. Il y a le 6 et le 9, et pour les autres soirées, ce sont des soirées musicales. Voilà, donc finalement, c'est bien bouclé. Hein, c'est bien bouclé, c'est bien bouclé. Nous avons le choix. Bah, nous avons le choix, et surtout, c'est-à-dire, on a le théâtre, la musique, et surtout le cinéma, et les Chilifiens peuvent, entre parenthèses, profiter, on va dire, de notre partenaire avec le CADC pour pouvoir regarder des films comme Iliopolis et tout, qui est un film extraordinaire, qui n'a pas été projeté à HLEF, hein, donc c'est une première. Donc j'invite tout le monde de venir et d'y assister, surtout. Alors il faut dire aussi, Aïd El-Hakim, que si vous êtes venu dans ce monde, ce n'est pas par hasard, parce que vous avez consacré beaucoup de votre temps à l'écriture, à l'édition. Aujourd'hui, vous gérez une revue, Trait d'Union, n'est-ce pas? C'est la revue, on va dire, qui m'a fait, entre parenthèses, un petit nom dans le monde littéraire. Et surtout qu'elle a été très lue, on va dire, parfois on fait 2000 lectures dans les premières 24 heures. Hein. Donc c'est ce qui est énorme, et surtout que, quand je regarde les statistiques, c'est la France, la Tunisie qui lisent, parce qu'il y a entre parenthèses, la communauté francophone algérienne qui est à l'étranger, maghrébine. On va dire, il y a même les Tunisiens qui ont adopté ce projet, hein, c'est-à-dire parfois le Trait d'Union, il y a des gens, c'est-à-dire des étrangers. Il porte bien son nom. Surtout. Voilà. Oui. Donc voilà, et qui m'a fait un nom, et surtout ça m'a permis un petit peu entre parenthèses de connaître, de fréquenter des étrangers qui aiment l'Algérie, qui écrivent pour l'Algérie, et qui ne demandent d'ailleurs rien, hein, c'est un truc de bénévolat, hein, Trait d'Union, entre parenthèses. Donc voilà. Je leur dis merci d'ailleurs à Madame Jacqueline Bronou, à Imen Moussa, et à tous les Algériens et Algériennes qui ont participé aussi. Alors, pour revenir au festival, donc ça va être la première édition. Vos attentes? Sincèrement, j'espère que l'événement soit bien accueilli par la communauté, la communauté qui s'intéresse à l'art et à la culture HLEF, ça c'est la première des choses. Et j'espère qu'il soit, adopté par le ministère, parce qu'en fait, un enfant, on doit l'aider pour faire ses premiers pas. Et j'espère, moi je suis pour la rentabilité de ce genre d'activité, parce que moi à la base je suis une entreprise privée, je n'ai pas à me plaindre, mais voilà, donc c'est-à-dire pour les 2-3 premières éditions, il doit être accompagné surtout pour qu'il puisse, on va dire, faire ses premiers pas, et surtout dans des régions comme Chlef et tout, on n'a pas encore cette culture de sponsor, on n'a pas cette culture c'est-à-dire d'aider, non, je vais pas employer ce mot parce que c'est pas aider, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, accompagner ce genre d'événements. Je parle des opérateurs économiques. Et d'ailleurs, je tiens à saluer les opérateurs économiques, on va dire, même s'ils ne sont pas beaucoup, qui ont aidé, qui ont cru à cette idée, qui l'ont aidé pour faire ses premiers pas. En tout cas, Aïd El-Hakim, on espère que ce festival vraiment sera ancré comme une véritable tradition dans la wilaya de Chlef. Au moins, ça permettra donc de relancer les activités culturelles. Oui, surtout, et surtout qu'on a pensé aussi que l'événement ne soit pas, c'est-à-dire annuel, c'est-à-dire on a aussi pensé à autre chose, d'organiser ce qu'on a appelé nous des événements dérivés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 72 heures. On fait 72 heures du livre, 72 heures cinéma, 72 heures, et pourquoi pas dans d'autres, c'est-à-dire dans d'autres communes, dans la wilaya de Chlef, ou même, c'est-à-dire dans la région. Sinon pour le festival aussi, c'est-à-dire nous comptons le faire, je vais utiliser le terme, on va dire informatique, de faire copier-coller de cet événement, et le faire, on va dire, dans la région du Sud, pourquoi pas Ouergla. Voilà, pourquoi pas un festival itinérant. Voilà. Effectivement, en tout cas, Hakim Adel, on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette première édition. Donc, on rappelle que le festival, le festival du livre et de l'art. Le festival algérien de livres et de l'art, donc se tiendra dans la wilaya de Chlef à partir de demain 5 jusqu'au 10 novembre. Merci encore une fois. Merci à vous et merci à tous vos téléspectateurs. Et merci à Canal Algérie d'offrir, de donner chance aux jeunes comme moi
pour s'exprimer et faire, on va dire, la promotion de nos activités. Vous êtes dans votre espace, marhaba bik, en tout cas. Et on continue, cette fois-ci, nous allons revenir à Ouergla, en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui, lui qui revient sur cette célébration du déclenchement de la révolution, donc qui correspond au 1er novembre, là où la wilaya de Ouergla a reçu, a honoré l'une des grandes figures donc, du cinéma algérien, du théâtre algérien. Il s'agit de Bahia Rachdi. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Le 1er novembre, c'est date chère à tous les Algériens. Ce jour glorieux où on se rappelle de la plus importante décision pour prendre en main sa destinée. C'est à l'occasion de ce jour de joie que la Maison de la Culture de Ouergla a choisi d'organiser toute une série de représentations culturelles pour marquer ce jour spécial. Je suis là pour un travail. Je suis en mission. Je suis avec M. Waïsia Fouad. Je dois participer avec de jeunes comédiens qui sont excellents, de jeunes filles, de jeunes hommes, des garçons sont extraordinaires. Et donc on doit commencer le travail demain et j'espère qu'on va voir que le public soit heureux de voir ce travail, un beau travail, un travail qui porte énormément de choses sur la Palestine et sur l'Algérie. Le fait marquant dans cet événement est sans doute cette pièce théâtrale sous le titre de Aswat Novembaria du réalisateur Fouad Rouessia, une grande figure du cinéma et du théâtre, est choisie pour un rôle. Il s'agit de la grande actrice Bahia Rachdi, très connue du cinéma algérien et du public. نوفمبر في القلب نوفمبر يعني هو يعطينا هذه الإيحاءات حتى نشتغل على من خلال المسرح على صناعة الفرجة بالاهتمام بالذاكرة الوطنية والجميل في كل شيء هو الجيل القديم والجيل اليوم كيف نقولوا الأستاذة بهية راشدي وعبد الحميد بوزاهر وهؤلاء الشبان اللي يديوا في العملية التربوية. Mon amour pour l'Algérie pour moi, c'est une histoire d'amour. Il y a le commencement, il n'y a jamais la fin. Donc mon amour pour l'Algérie نحمله حتى القبر إن شاء الله. أما المسرح فعبارة عن اقتباس للواقع. هو تعبير عن الشعور الذي يعيشه الممثل مع الواقع الذي يعيشه. La venue de cette grande dame est très appréciée par ce public qui l'acclame chaleureusement. Je me sens chez moi, tout simplement. J'ai adoré, j'ai toujours aimé Medina Ouergla. J'aime beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses sur Ouergla. Ouergla, je suis venue il y a très longtemps, il y a peut-être 50 ans, 55 ans. Et croyez-moi, ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il n'y a que de belles et bonnes choses. J'ai remarqué pas mal de choses merveilleuses. Le 1er novembre, cette date de repère a tracé à tout jamais nos destins. Elle nous a enseigné que le plus grand des sacrifices pour sa partie est un honneur. Gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. Au fait, c'est bon, hein. Moi j'ai négocié mes prochaines vacances, on va dire. Oui, même demain. Demain. Déjà à partir de demain. Et ben voilà, les gens du Sud, ils sont connus par leur hospitalité. En tout cas, marhaba bikoum. Nous allons parler cette fois-ci de la musique Diwan, puisque en ce moment, Riyad El-Fath abrite Layali Diwan depuis hier. Ça va se poursuivre jusqu'à demain. On va revenir un peu sur ce programme en compagnie de nos invités, à savoir M. Baki Khalil. Marhaba bik. C'est vous, pardon. Baki Khalil, marhaba bik. Bonjour à vous. L'invitation tient toujours. C'est normal. C'est normal. Ouvert. C'est pour la wilaya de Béchar. Naama Béchar. Naama Béchar. Voilà, Naama Béchar. Et parmi nous également, Monsieur Rahmani Mohamed Marhababik. Et donc, vous êtes le commissaire du Festival national du Diwan. De Diwan. Quant à vous, vous êtes le chargé de communication du festival. Alors, le festival, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ça va. C'est pas le moment. On en parlera à un moment important. Du Gunaoui Ariel Fath. Et aujourd'hui, on va parler donc de ces Layali Diwan, de ces journées qui se tiennent à partir, qui ont commencé hier, qui vont se poursuivre jusqu'à demain,
Demain, samedi, voilà, jusqu'au 5. Alors justement, parlez-nous un peu de cette organisation de ces Layali Diwan. En premier lieu, un grand merci à Canal Algérie et un grand merci au ministère de la Culture et à l'Office national Riyad El Fath qui nous a invités pour ces journées du Gnawi. Wallah al-Adim, c'est un exploit pour le Gnawi en lui-même. Le Gnawi, c'est une force, c'est un patrimoine ancestral. Effectivement. C'est pour la sauvegarde du patrimoine diwan traditionnel. Cette invitation nous a donné un effort pour faire les journées du Gnawi à Riyad El Fath et pour remettre en force et en route les jeunes du Gnawi. Voilà, justement, Monsieur Baqi, l'intérêt principal et l'objectif principal de ces soirées que vous organisez entre hier, aujourd'hui et demain, c'est vraiment la sauvegarde du patrimoine. Il faut dire que la musique gnawi, la musique diwan, elle est très ancrée dans la culture algérienne, pas seulement dans le sud, hein, mais c'est vraiment une culture musicale qui est très prisée de par l'Algérie, finalement. Bien sûr. Premièrement, merci pour Canal Algérie pour cette invitation. Et نحيي أهل الديوان. ما عادش نبغي نهضر معاهم أنا دائما نقول لي خليل تهضر معنا بالعربية باش نفهم خاصة في البلاطو تاع Canal Algérie. كما قال محافظ المهرجان الهدف هو أننا نحافظ على تراث الديوان. لأن الحاجة المميزة في تراث الديوان هو أننا راه كاين الخليفه يعني المعالم الكبار اللي راهم حيين ربي ان شاء الله يشافيهم واللي ماتوا ربي يرحمهم راه كاين الخليفه. البارح كان في سهره جميله جدا من فرقه معلم بابا يعني تشوف باللي الشباب مازال محافظ على هذا الطابع تاع الديوان اللي محافظه المهرجان هو الاساس نتاعها اننا نحافظوا على اولا هذا التراث اللامادي المهم جدا واللي هو في الجنوب الغربي بصفه عامه والحمد لله كاين حتى في وهران الناس راه كاين اهل الديوان في كل بقاع الجزائر في الجزائر في كل بقاع الجزائر في الجزائر دي ميور معالم في الجزائر بيان سور وي دي ميور دي ميور احنا الحمد لله الديوان راه الان كاين خليط بين العصري اللي دخلت عليه الآلات الحديثة أعطاه نوع من الريتم وأعطاه نوع من النشاط والحيوية كي تدخلي لاسين تشوفي هكا تحسي ولكن دائما يبقى الهدف هو المحافظة على الديوان التقليدي اللي هو في الحقيقة سي محمد الرحماني معلم كبير في مدينة العين الصفراء والناس كلها أهل النعامة حتى في شهر أكتوبر هي فترة الوعدات كما نقولوا احنا الوعدة هذه اللي فيها بعض المظاهر الجميلة جدا نتمنى إن شاء الله تحضري لها في وعدة من الوعدات بحول الله هذا هو الإرث احنا كي نشوفوا هكا الحلقة ونشوفوا الديوان ونشوفوا الصدقة والناس مريحة في هكا هذا هو الديوان التقليدي اللي لازم نحافظوا عليه معليش احنا لسنا ضد الحداثة أنا ندخلوا على الآلات الحديثة ونحسنوا في الكلمات ولكن نبقوا في الأصل الأصل ثم منه نتفرعوا إلى الأمور. Voilà, donc on garde toujours l'originalité effectivement. Alors Monsieur Rahmani, donc là on parle un petit peu de modernisation, on parle aussi de cette wahda, de sadaqa qui va autour. Donc finalement, Diwan c'est pas que une musique, c'est toute une culture, c'est toute une tradition, c'est des valeurs finalement. C'est des valeurs, oui. أنا en premier lieu غادي نترحم على جوج تاع الناس. نترحم على عمي اللي توفى سيتي ان كروند دويان دي ديوان وسي الحاج قوزي ثاني سيتي ان دي مقاديم سي لا ميم ريال المقاديم الزوج هذو نترحم عليهم ونترحم على كل دويان تاع الديوان. انا نتكلم على حاجه لو ديوان سي ماشي قرقابو لو ديوان سي لو ساكري Le diwan, l'âge de la musique diwan flétrit notre beauté, notre temps épuise l'argent. Mais notre savoir, c'est survivre notre rituel. Ah, c'est beau ça. Le rituel, on le sauvegarde. علاش on le sauvegarde parce qu'il y a des doyens اللي فاتوا. كاين الريحه نتاعهم، كاين الكلام نتاعهم اللي كان يتقال، كاين اللباس نتاعهم اللي كان يتقال. احنا on sauvegarde هاد l'ancestral. علاش on sauvegarde parce que الناس تقول لك باللي لازم يكون يونيفرسال. هو اللي يونيفرسال من نهار خرج من طومبوكتو. الى الجيريان دو ناسيوناليتي. انا علاش نبغي نتكلم بزاف على الديوان انا جو غارد هذيك لا ناسيوناليتي الجيريان الناس هذوك جاو عندهم دي تراس يا دي كونفريري اللي داروهم هذوك لي كونفريري هما اللي راهم درك كاينين الشجره هذيك الشجره اللي كاينه تاع قناوه درك واش تبقى لنا حنايا بور سوفغاردي هذا الريتويال لازم لو سوفغاردي مع الشباب هذا
الشباب هذا يبغوا هاد لا ميوزيك هذه اللي فيها دائما نقولها انا فيها النيه وفيها النوبه وفيها الحرمه. Beaucoup de spiritualité aussi. D'ailleurs, par exemple, quand il y a des fêtes religieuses, quand il y a une occasion religieuse, Ramadan par exemple, le Moulid, on voit que ça s'accompagne parfaitement bien avec la musique diwan. Le mois d'octobre نديروا فيه الوعادي واش هما سيتي لو غران راسومبلومون دي قناوي دي ديوان درنا في سعيده لا ديرنيير فوا درنا في البيض ما عندهاش بزاف درنا في عين الصفراء داروا في باريغو داروا في سعيده داروا في وهر كاع لوراني دار وبور نو با اوبلي الجي داروا يا خوتنا اللي نحييهم منا ونقول لهم جي سوي الجي الناس نتاع القليعه الناس هادو لي زالجيروان تاع الديوان كون جو دي لي زالجيروان تاع الديوان كاينه اون كونفريري لازم يفو اون بارلي وهذا يفرحنا تاع العاصمه غادي يجونا البارح درنا اون سواري افيك ان جون معلم سي سيريو تشوفي داك لو سيريو تاع داك لو جون بالقمبري نتاعه ومن بعد كانت لا فيزيون لا جيتار الكتريك الناس منين تسمع لا جيتار الكتريك افيك المعلم هذاك انا نشوف 1950 جوي لوي جيمي هاندريكس افيك الاله الروحانيه هذيك الاله الروحانيه اللي غادي ما تنساش باسكو هذيك عندها ريتويال وعندها اون هيستوار هذيك ليستوار لازم نشدوها في قلوبنا حنايا واش finalement c'est ce qui fait l'universalité de la musique diwan. Alors vous avez parlé de modernisation, donc le fait qu'ils à la jdida, le fait qu'ils de nouveaux instruments, mais il y a aussi la fusion des genres musicaux. Donc on voit par exemple le diwan qui est fusionné à du jazz par exemple, et on voit que le résultat il est tout juste magnifique. Le résultat il est magnifique, mais il faut pas désosser diwan. Voilà. Il faut pas le désosser. C'est l'objectif. Il faut pas ما لازمش يديزوسا ماشي يدوا لا كريم ويخلونا داك العظم لا حنا كلامنا يخدموا به معليش الاله نتاعنا الروحانيه يخدموا بها ولكن ما يدوناش الكلام باش يتغنى بك دي جيتار ولا باسكو حنا طونك يا دي دوايا طونك يا اون كونفريري يفو لا ريسبكتي. هذا لو جيملاج لو جيملاج خصو يكون فيه القمبري والقرقاب هذا سي تري امبورطون باش نسموه جيملاج ترفد الكلام نتاع الديوان ودير عليه لي زانستريمون مودرن ما نقدرش نقولوا الديوان قابلين عندنا قابليه اننا نديروا لو جيملاج مي كما قال معنا شاك جور ميوزيكال عنده اون ايدنتيتي هذا هو لوبجيكتيف سي لوبجيكتيف علاه لو مومون تاع اكتوبر سي العادي نخلوا كل الناس مرتبطه بالديوان اللي هو تراديسيونال اللي هو الاصلي قمبري قرقابو والنوبه والحرمه وتشوفي ديك الطقوس الجميله جدا لانها تاريخ حتى ولو لم توثق ما كتبناهاش بصح كي تشوفيها تحسي انها يا دي ترافو انا جي لونسي ان ابل au ministère de la culture j'ai déposé un dossier local et un dossier qui est riche et prochainement et d'ailleurs غادي نقولها اليوم il y a un film qui va se reproduire à partir d'aujourd'hui. D'accord. Il y a un film l'identité قناوي autre temps autre signe وقت اخر اخر علامات. اليوم غادي نبداو اللمسات الاولى تاع الفيلم هذا يا اون كارافان وهذيك لا كارافان سي ليدونتيتي نتاع سي ليدونتيتي نتاع الديوان ولا كارافان هذيك غادي تدخل ديار الديوان كاع نتاع الجزائر كامله. زيد بلا تكلمنا يفو لا سوفغاردي مع هذيك اليونيفرسال والاخر حنا اوني با كونت دوطر انسترومون مي يا با دو بيرمي دو كوندوير حنا البيرمي دو كوندوير نتاعنا واش هو في الديوان سي البخاره دونك يا با دو بخاره il n'y a pas le spirituel, il n'y a pas la transe. La transe, c'est une chose autre. Oui. Ah oui, la transe, c'est on invite كاع الناس اللي في العاصمه اللي يشوفوا اليوم وانا جو في بارلي كاين ان معلم من عين الصفراء سيتي ان جون دايور اليوم غادي يخدم سي لو جون كي ان بلون باش نتفاهموا مليح ان بلون ان جوار دو كومبري معلم كبير اليوم غادي يفوت سي المعلم امين افيك لا تروب une troupe jeune اللي غادي تفوت اليوم افيك نورا قناويه اللي معروفه au niveau national et international غادي تفوت دوماج كنت حاب نجيبها ولكن il y aura d'autres occasions inchallah. De toute façon la musique gnawi ça reste une musique universelle qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de couleurs, qui n'a pas de ça reste quand même une tradition. Alors justement pour revenir au programme, donc la soirée d'hier s'est passée, aujourd'hui et demain il y aura quoi comme programme? Oui, donc il y aura le petit jeune duquel vous nous avez parlé. اليوم il y a le petit jeune avec Nora et
الخاتمه غدوه غادي نديروا ان كوكتيل هذاك لو كوكتيل تاع الديوان لانسترومونطاسيون تاع لا ميوزيك افيك دوطر انسترومون وغادي انا ثاني غادي اليوم غدوه هذا لوماج تاع لا ديرنيير جورني غدوه سي ان اوماج اللي غادي نكرموا به الانسان حبيبنا اللي توفى في الديرنيير مو كان هو اللي سيتي تاع لا اللي هو كاليش امين منا غادي نلونس لابيل لولاده وهذوك باش يجوا غادي يحضروا معنا كاين ان كرون اوماج ليه باسكو حبيبنا والاخر ولوماج التالي كاع لي دويان تاع الجزائر باش ما يزعفوش علينا كاع لي دويان حنا رانا ولاد الديوان ونقعدوا ولاد الديوان. Donc le petit jeune aujourd'hui s'appelle comment déjà فورنان امين. فورنان امين. غادي يفوت معنا ورا اليوم. معنا ورا ان شاء الله قلنا القناويه ان شاء الله يكون الجمهور حاضر في قاعه بن زيدون ان شاء الله في رياض. ان شاء الله يبقى لنا الهم الوحيد وهو توثيق الديوان على مستوى اليونسكو لانه تراث لا مادي يجب ان يوثق ان شاء الله. هذا امر مهم جدا اللي رانا نسعوا في محافظه المهرجان رانا مساعي كبيره جدا ان شاء الله باش يوثق ويكون تراث جزائري. C'est ce qu'on espère aussi la musique diwan quand même c'est l'identité algérienne. انا قلت قبيله اون لونس لابيل باسكو حنا سي اون ايدونتيتي الجيريان حتى الا جا مانيش عارف منين جا ولكن لا كونفريري ديوان الجزائري قاعد الديوان الجزائري حنا ما غاديش نهضروا على دوطر كولتور دونك يا 7 تريبي تاع لو قناوي يا 7 تريبي ما كانش اون سول تريبي وي يون ا بليزيور effectivement 7 تريبي حنا في بارتي دو لا ماشي لا ديرنيير تريبي اون سول تريبي باسكو حنا انا منين نقول 7 تاع لي تريبي نقول دائما انني ولاد البمبرا ولاد بوسو ولاد سايغو ولاد ميلكا ولاد فلان ولا التفيلات حنا اوني اون سول تريبي في لي 7 تريبي حنا اوني اون سول تريبي هذيك لا سول تريبي اللي قاعده حنا تكلمنا باسكو سي اون ايدونتيتي الجيريان. Voilà. On espère effectivement un classement. Pourquoi pas comme un patrimoine de l'humanité, Inch'Allah. On est en train de travailler dessus. On est en train de travailler. On a déposé 2 dossiers. Bakina sur le dossier par la coopération du ministère de la Culture. On le dépose. Et pourquoi pas حنا ما يكونش هذا الباتريمون اللي عنده 7 قرون أو 8 قرون ما يكونش في اليونسكو. C'est ce qu'on espère en tout cas. Donc rendez-vous pris pour ce soir et demain, Inch'Allah, au niveau. Soyez nombreux. Soyez nombreux, surtout au niveau de la salle Ibn Zaidoun. Allez-y. نحيوهم aussi, exactement. Donc c'est un bonjour qu'on leur fait passer. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Rahmani Mohamed. Vous êtes le commissaire du festival et aussi Monsieur Bakr Khalil, vous êtes le chargé de communication de ce festival. Merci beaucoup. Yatikom Saha d'avoir été parmi nous ce matin. Donc rendez-vous pris pour ce soir et demain au niveau de la salle Ibn Zaidoun. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.